Bonjour à tous nos abonnés. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une affaire criminelle intrigante qui s'est déroulée aux États-Unis. Mais avant de nous immerger dans les détails captivants de cette affaire, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne et à partager cette vidéo afin de propager notre passion commune pour le true crime. Sans plus tarder, embarquons ensemble dans les méandres de cette sombre affaire. Shanine Denise Conway est née le 19 avril 1969 dans la petite ville tranquille d'Anderson, en Indiana, aux États-Unis. Troisième et plus jeune enfant de la famille, elle a grandi entourée de ses deux frères aînés dans un foyer imprégné de valeurs religieuses profondes. Mais son enfance a pris un tournant lorsque ses parents ont décidé de se séparer. Avec sa mère et ses frères, elle a quitté l'Indiana pour la Floride, où en 1975 sa mère s'est remariée, ajoutant un nouveau chapitre à leur vie. Son beau-père, lui-même père de 6 enfants issus de mariages précédents, a intégré cette grande fratrie, transformant le quotidien de Shanine en une vie pleine de rires, de disputes et de complicité fraternelle. Peu de temps après, une petite sœur est venue s'ajouter à cette famille recomposée. Entourée de tant de frères et sœurs, Shanine a grandi dans un foyer débordant de vie et de chaleur, rêvant déjà de créer un jour une famille tout aussi unie. Dès son plus jeune âge, elle montrait des talents artistiques remarquables. Elle aimait dessiner et coudre, des passions qui lui permettaient d'exprimer sa créativité. Connue pour sa gentillesse et son caractère sociable, elle a rapidement gagné la confiance de ses voisins, qui n'hésitaient pas à lui confier leurs enfants pour les garder. Cette responsabilité n'a fait que renforcer son caractère bienveillant et responsable. En 1987, Shanine a achevé ses études secondaires et s'est inscrite à l'Université d'État de Tallahassee. Son parcours l'a ensuite conduite dans un collège communautaire où son talent et son travail acharné lui ont valu une bourse. Avec fierté, elle a obtenu un diplôme d'associée en design, prête à concrétiser ses rêves et à faire de sa passion une véritable vocation. La jeune Shanine, avec son esprit vif et sa créativité débordante, préférait éviter la foule et les conversations bruyantes. Discrète, elle fuyait les feux de la rampe, mais sa sensibilité et sa façon unique de voir le monde ne passaient jamais inaperçues. Puis en 1989, alors qu'elle n'avait que 20 ans, un événement a bouleversé sa vie. Lors d'un bal organisé par l'église, elle a rencontré Clay Starbuck, un jeune homme de 24 ans à l'allure déterminée et au regard attentif. Clay, lui, avait grandi dans un cadre paisible en Oregon, entouré de sa sœur et de ses parents. Plus tard, sa famille a migré vers l'Alaska. Après le lycée, Clay a poursuivi sa passion pour la mécanique et s'est inscrit dans une école de mécanique diesel et automobile à Denver. En 1986, il a regagné l'Alaska et a décroché un emploi sur un oléoduc. Quand il a croisé le regard de Shanine ce soir-là, il avait déjà une histoire. 2 enfants issus d'un précédent mariage de 5 ans. Malgré leurs vies différentes et leurs passés respectifs, quelque chose de spécial s'est tissé entre eux dès les premières minutes. Ils se sont sentis attirés l'un par l'autre, comme si cette rencontre allait bien au-delà de la simple coïncidence. Leur amour s'est intensifié et le 1er juin 1990, ils se sont dit oui lors d'une cérémonie en Floride, promettant de bâtir ensemble un avenir commun, riche de rêves et de défis partagés. Après leur mariage, Clay a poursuivi sa carrière de manager sur l'oléoduc, un travail exigeant qui le tenait souvent loin de chez lui, en rotation pour plusieurs semaines d'affilée. Les retrouvailles avec sa famille, bien que rares, étaient intenses et précieuses. Malgré les déménagements successifs et les absences prolongées, Shanine est restée profondément attachée à son mari, l'aimant sincèrement et acceptant ses enfants comme les siens. Lorsqu'ils se sont installés à Valdez, en Alaska, pour se rapprocher du travail de Clay, la famille s'est agrandie. À 21 ans, Shanine a donné naissance à son premier enfant, un petit garçon nommé Austin, apportant une nouvelle lumière à leur foyer. Quelques années plus tard, Blake est venu rejoindre la famille, suivi, en 1996, par leur première fille, Logan. Ce bonheur a cependant été teinté de défis. Logan a rapidement été diagnostiqué autiste, une nouvelle que Shanine a accueillie avec une force et une sérénité remarquables. Prête à tout pour sa fille, elle s'est investie corps et âme pour lui offrir le soutien dont elle avait besoin. Puis, un dernier rayon de joie est venu compléter cette famille,
avec la naissance de Sutton. Malgré les joies familiales, l'union de Shanine et Clay s'est peu à peu effritée. L'idylle a cédé sous le poids des désaccords et des infidélités. Shanine a découvert que Clay l'avait trompée avec une collègue lors d'une de ses rotations. Ce coup de poignard, doublé du fait que Clay n'avait jamais adopté les valeurs religieuses de sa femme, a fragilisé leur mariage. De son côté, Clay prétendait que Shanine avait, elle aussi, eu des liaisons, bien qu'elle ait toujours nié ces accusations. Ces tensions ont fini par briser définitivement leur relation et en mars 2000, ils ont mis un terme à leur mariage. À 30 ans, Shanine a pris un nouveau départ en Arizona avec ses enfants et a entamé une relation avec un autre homme. Pourtant, malgré cette tentative d'aller de l'avant, ses sentiments pour Clay n'avaient pas complètement disparu. Quelques mois plus tard, elle a ressenti le besoin de revenir vers lui proposant une seconde chance. Clay, sans doute encore attaché à elle, a accepté, et le couple a repris sa vie en commun en Alaska. Les défis de cette réconciliation étaient nombreux, mais pendant un temps, tout a semblé retrouver un semblant de normalité. En 2001, un nouvel enfant est venu agrandir la famille, un garçon prénommé Marshall. Cependant, un doute a hanté Clay dès sa naissance. Il craignait que Marshall ne soit pas son fils, la période de conception correspondant à la période où Shanine vivait en Arizona, fréquentant alors un autre homme. Malgré cette incertitude, Clay a choisi d'accepter Marshall comme le sien, essayant de faire passer l'amour et la confiance avant ses soupçons. Le 29 décembre 2006, le couple a décidé de renouveler ses vœux de mariage, renouant officiellement leur engagement. 1 an et demi plus tard, en mai 2008, ils ont emménagé à Deer Park, dans l'État de Washington, une petite ville paisible de 3000 âmes. Dès leur arrivée, Shanine est tombée sous le charme de cet endroit tranquille et sécurisé, idéal pour élever leurs enfants. La famille a rapidement trouvé sa place dans la communauté locale, où les voisins et les commerces les ont accueillis à bras ouverts. Cependant, Clay a continué à travailler sur les oléoducs en Alaska, s'absentant pour de longues périodes, laissant Shanine seule pour gérer la maison, les enfants et ses engagements religieux. Cette distance, combinée aux soupçons qui persistaient, a fini par créer de nouvelles fissures dans leur relation. En juin 2010, ils ont pris la difficile décision de se séparer une fois de plus, cette fois avec le sentiment amer que leur retrouvaille n'avait pu apaiser leurs vieux démons. À 41 ans, Shanine s'est retrouvée mère célibataire, seule pour élever ses 5 enfants. Mais le destin, en intervenant d'une manière inattendue, a ramené Clay dans son orbite. Alors qu'il travaillait en Alaska, Clay a subi une blessure sévère au dos, un accident qui l'a contraint, en février 2011, à abandonner son poste. Ne pouvant plus assumer son travail exigeant, Clay a pris la décision de se rapprocher de ses enfants et a déménagé à Deer Park, s'installant à seulement 1 kilomètre de la maison de Shanine. Avec son invalidité, Clay s'est retrouvé dans l'incapacité de payer la pension alimentaire mensuelle de $5 000, un montant qui dépassait largement ses allocations. Cependant, malgré ses limitations financières, il a continué de soutenir ses enfants de toutes les manières possibles. Dans ce contexte, il a aussi tenté de raviver la flamme avec Shanine, lui proposant une réconciliation. Il lui a confié qu'il l'aimerait toujours, mais elle, déterminée, n'a pas souhaité reprendre leur relation. Face à cette nouvelle réalité financière, Shanine a pris les choses en main pour subvenir aux besoins de sa famille. Elle a décidé de retourner sur les bancs de l'école et a suivi des cours pour devenir hygiéniste dentaire. Déterminée et appliquée, elle s'est vite imposée parmi ses camarades, s'illustrant non seulement par ses résultats mais aussi par sa générosité, aidant volontiers les étudiants en difficulté. À l'été 2011, elle a terminé sa formation avec distinction et a trouvé un emploi dans un cabinet dentaire, marquant ainsi le début d'un nouveau chapitre. Enfin autonome, Shanine a ressenti qu'il était temps de se consacrer un peu à elle-même. À 42 ans, cette mère courageuse, désormais plus résiliente que jamais, a décidé de réorganiser sa vie personnelle et s'est inscrite sur un site de rencontre, dans l'espoir de retrouver l'amour. Le 1er décembre 2011, un événement a brisé la routine rassurante de la famille Starbuck. Ce jour-là, Logan, alors âgé de 15 ans, a envoyé un SMS à sa mère, Shanine, intriguée de ne pas la voir arriver à l'école pour les récupérer. C'était inhabituel, presque inconcevable pour Shanine, une mère dévouée, toujours ponctuelle et attentive. Inquiète,
Logan a tenté de comprendre qui viendrait les chercher, mais pendant 20 longues minutes, elle est restée sans réponse. Puis enfin, un message de Shanine est apparu. Elle avait mal à la tête et allait envoyer leur père, Clay, à sa place. Elle a même précisé qu'il arriverait dans 10 minutes et a demandé aux enfants de bien attendre à l'école pour ne pas le manquer. Pourtant, 10 minutes ont passé, puis 20 et toujours aucun signe de Clay. Logan, de plus en plus nerveuse, a envoyé 2 autres messages à sa mère, mais ceux-ci sont restés désespérément sans réponse. Un sentiment de malaise s'est emparé d'elle. Dans son inquiétude, elle a fini par appeler Austin, son frère aîné de 21 ans, qui travaillait dans une entreprise de verrerie et vivait seul. Aucun des enfants n'avait de clé de rechange pour rentrer à la maison. Résolu à trouver une solution, Austin est venu chercher ses frères et sœurs pour les emmener chez leur père. En arrivant, Clay a affiché une expression de surprise. Il n'avait reçu aucun message de Shanine pour venir chercher les enfants. En fait, son téléphone était éteint car il s'était assoupi après une injection. Face à cette confusion, Austin a trouvé le silence de leur mère de plus en plus troublant. Shanine n'aurait jamais laissé ses enfants ainsi, sans nouvelles, sans un mot. Mais malgré plusieurs tentatives, elle restait injoignable. Ses messages restaient en suspens, comme effacés dans le vide. Austin, inquiet pour sa mère, a décidé de prendre la voiture pour vérifier si tout allait bien chez elle. Cependant, Clay l'a convaincu de ne pas s'alarmer. Selon lui, Shanine, épuisée par le travail et ses responsabilités de mère, avait probablement simplement sombré dans un sommeil réparateur. Après tout, ces derniers temps, Clay avait souvent aidé son ex-femme en s'occupant des enfants, habitant tout près de l'école. En fait, les anciens époux, Shanine et Clay, avaient pris l'habitude d'alterner les responsabilités parentales, restant toujours en contact avec les enfants pour assurer une présence continue. Mais ce 1er décembre, quelque chose d'inexplicablement inquiétant a perturbé cette routine bien établie. Ce matin-là, c'était au tour de Clay d'emmener les enfants à l'école. Cependant, une panne soudaine de voiture l'avait contraint à demander à Shanine de s'en charger elle-même. L'après-midi, c'était à elle de les récupérer. Mais, étrangement, elle n'est jamais venue. Le soir, un match de l'un de leurs fils avait lieu à l'école et la famille devait s'y retrouver. Mais à la grande surprise de tous, Shanine n'a pas fait son apparition. Encore une fois, ils ont tenté de la joindre, mais elle restait silencieuse, ignorant les appels de manière inhabituelle. Après le match, l'inquiétude grandissant, Clay et les enfants se sont dirigés vers la maison de Shanine pour voir ce qui se passait. Là-bas, ils ont découvert la maison plongée dans l'obscurité, porte verrouillée et silence pesant. Malgré les appels et les coups à la porte, aucune réponse. Avec des lampes de poche, ils ont inspecté les fenêtres, mais il semblait n'y avoir personne à l'intérieur. Curieusement, personne n'a pensé à forcer l'entrée ni à alerter immédiatement les autorités. Au lieu de cela, ils sont simplement rentrés chez Clay, laissant derrière eux une étrange inquiétude. Le lendemain, le 2 décembre 2011, l'absence de Shanine est devenue impossible à ignorer. Aucun message, aucun signe. Les plus jeunes enfants, qui n'avaient pas leurs affaires chez leur père, ont manqué une journée d'école. Dans l'après-midi, l'inquiétude de Clay a atteint son paroxysme. Il a envisagé d'appeler la police si, d'ici la fin de la journée, Shanine n'avait toujours pas donné de nouvelles. En parallèle, la mère de Shanine, vivant en Floride, avait également essayé de joindre sa fille en vain. Le silence de Shanine est devenu assourdissant et ses proches, de plus en plus anxieux, ont multiplié les tentatives de contact. Le soir du 2 décembre, la boîte vocale de Shanine était saturée de messages inquiets. Sa mère, en panique, a alors contacté tous les amis et proches de Shanine, découvrant que personne ne l'avait vue depuis près de 24 heures. À 17 heures, elle a pris l'initiative d'appeler les services de secours pour demander l'intervention de la police à la maison de Shanine pour une vérification de sécurité. Vers 18h15, 2 policiers sont arrivés à l'adresse de Shanine. La porte, toujours close, restait silencieuse sous leurs coups. Tout autour, un calme inquiétant. En faisant le tour de la maison, ils ont inspecté les fenêtres, mais rien ne leur a paru suspect. Ils ont remarqué un colis, livré plus tôt dans la journée, resté intouché sur le pas de la porte. Constatant qu'aucun signe évident de trouble ne se manifestait, les policiers, après une brève inspection d'une dizaine de minutes, sont repartis, sans trouver motif d'inquiétude.
Mais à 19 h, ce même jour, Clay, l'inquiétude désormais impossible à contenir, s'est rendu au poste de police local. Il a réitéré les inquiétudes de la mère de Shanine, expliquant qu'il n'avait pas eu de nouvelles d'elle depuis plus d'une journée. Il a demandé que les autorités interviennent pour vérifier la sécurité de son ex-femme. Les policiers, de retour après leur première visite infructueuse, ont jugé nécessaire de prendre le témoignage de Clay et ont décidé de le rencontrer pour obtenir des éclaircissements sur les événements de ces dernières 24 heures. Clay, encore sous le choc, a tenté de clarifier la situation, exhibant son téléphone pour prouver les messages envoyés à Shanine, messages qui, pour leur part, étaient restés sans réponse. Les policiers, après avoir pris note de ses propos, sont repartis sans avoir de nouvelles de Shanine. Ce n'est que vers minuit que Clay, visiblement préoccupé, s'est adressé à l'adjoint du shérif pour savoir si quelqu'un avait finalement trouvé sa femme. Mais toujours aucune trace de Shanine. Les appels de proches, d'amis et de connaissances continuaient à affluer au poste de police, amplifiant la tension. Le lendemain matin, les policiers ont pris contact avec le propriétaire de la maison de Shanine et à 9 h, il a ouvert la porte pour leur permettre d'entrer. À première vue, l'intérieur semblait intact, sans rien de notable, jusqu'à ce qu'ils atteignent la chambre à coucher. Là, sur le lit, reposait le corps sans vie de Shanine, étendu sur le dos, pratiquement nu. Un peignoir ouvert couvrait partiellement son corps, ses mains étaient ligotées et son corps portait de multiples traces de coups et de sévices, révélant un acte de torture épouvantable. Dans une démonstration macabre, le criminel avait laissé un vibromasseur dans son corps post-mortem. Sur la table de chevet, un téléphone et un flacon de lubrifiant ajoutaient encore à la scène troublante. La pièce en elle-même ne montrait aucun signe de lutte. Les draps avaient été retirés du lit et jetés par terre, probablement pour ne pas gêner les tortures. Le drap housse et le reste de la literie manquaient, ajoutant une dimension étrange à la scène. En explorant davantage, les enquêteurs ont découvert un coffre-fort ouvert, révélant une collection de jouets sexuels, un détail choquant étant donné le caractère religieux et modeste de Shanine. Cette mise en scène semblait avoir été délibérément orchestrée par le criminel, visant à humilier la victime au-delà de la mort, comme pour révéler une prétendue face cachée de sa personnalité. Tout indiquait un mobile profondément personnel. Les enquêteurs ont minutieusement recueilli des preuves sur les lieux, plusieurs empreintes digitales, des taches de sang, ainsi que divers objets et supports d'information. Le corps de Shanine a été transporté pour une autopsie médico-légale, dans l'espoir de trouver des indices supplémentaires. Plus tard, Clay est arrivé sur place, découvrant la zone bouclée par les forces de l'ordre. Bien que les policiers ne lui aient rien révélé, il a immédiatement compris qu'un drame avait eu lieu. Lorsqu'il a finalement appris la vérité, Clay, sous le choc, a offert ce qu'il pensait être un indice crucial pour l'enquête. Il a déclaré que Shanine avait récemment utilisé une application de rencontre et fréquentait plusieurs hommes. Selon lui, il l'avait averti à plusieurs reprises des dangers de ce comportement, mais elle aurait ignoré ses mises en garde. Accompagné des enquêteurs au poste de police, Clay a détaillé sa relation avec Shanine, affirmant entretenir de bonnes relations avec elle malgré leur passé tumultueux. Il leur a aussi fourni les noms des sites de rencontres où elle avait des profils. Selon lui, il avait vu Shanine pour la dernière fois 5 ou 6 jours plus tôt, et il communiquait essentiellement via des messageries en ligne. Profondément bouleversé, Clay n'a pas caché sa colère face à la situation. Il a exigé que les policiers enquêtent sur les contacts en ligne de Shanine, convaincu que le meurtrier se trouvait parmi ses derniers amis virtuels. Entre colère et tristesse, il a raconté aux enquêteurs ses soupçons d'infidélité qui dataient de leur mariage, prétendant avoir découvert des photos nues sur l'ordinateur de Shanine, photos qu'elle aurait envoyées à d'autres hommes. Il pleurait fréquemment tout au long de son récit, visiblement en détresse. Finalement, les policiers l'ont raccompagné chez lui conseillant de prendre un moment pour se calmer auprès de ses enfants. De retour chez lui, Clay a repris son histoire, insistant sur le fait que Shanine avait récemment développé un intérêt marqué pour des sites pornographiques, ce qui, selon lui, avait même troublé leurs enfants. En partageant ces informations, Clay semblait vouloir dépeindre Shanine d'une manière troublante, accentuant le fossé entre l'image publique de cette mère religieuse et la réalité qu'il décrivait. La police, déterminée à trouver des indices, a frappé aux portes d'une vingtaine de maisons dans le quartier, espérant qu'un témoin ait aperçu quelque chose d'inhabituel.
mais personne n'avait rien vu. Dans l'espoir d'obtenir une information cruciale, les policiers se sont tournés vers le public pour appeler à témoins. Pendant ce temps, le médecin légiste a procédé à une autopsie, révélant des détails glaçants sur le calvaire de Shanine. Son corps présentait 10 côtes cassées, une gorge écrasée, des ecchymoses et des traces de coups violents, ainsi que des marques suspectes rappelant des décharges de taser. Le médecin légiste a conclu que Shanine avait été traînée et déplacée, observant des traces de décomposition anormale. Pire encore, elle avait été abusée, et des cheveux étrangers ont été retrouvés sur son corps. L'analyse n'a pas permis de déterminer l'heure exacte de la mort, bien que les enquêteurs aient estimé que l'horreur avait eu lieu entre la soirée du 1er décembre et le matin du 2. La cause du décès, une strangulation, a provoqué une mort quasi instantanée. Selon le légiste, Shanine aurait enduré environ 2 heures de souffrance avant de succomber, ses poumons se remplissant lentement de liquide. Au total, son corps portait près de 90 blessures et traumatismes. Des échantillons ont été prélevés pour rechercher l'ADN du meurtrier, mais l'identification promettait d'être longue. Le 5 décembre, Clay, l'ex-mari de Shanine, a rencontré le principal enquêteur et a coopéré sans réserve. Il a fourni ses empreintes digitales, des échantillons d'ADN et a accepté qu'on prenne de nombreuses photos de son corps pour y déceler d'éventuelles blessures qui pourraient le lier au crime. Cependant, rien de compromettant n'a été trouvé contre lui. Clay a expliqué aux policiers que Shanine avait récemment intensifié ses activités en ligne, rencontrant plusieurs hommes via une application de rencontre. Il leur a confié son inquiétude. Il avait mis en garde Shanine contre les dangers de ses relations, lui rappelant les prédateurs qui pullulent sur ces sites. Les enquêteurs, examinant les données du téléphone de Shanine, ont remarqué qu'entre 8h06 et 8h47, le 1er décembre, elle avait échangé des messages avec un certain Tom Walker. Ce dernier, rencontré en ligne 1 mois auparavant, avait entretenu une relation amoureuse avec elle. Le jour de sa disparition, ils avaient prévu un dîner ensemble et leur dernier échange suggérait une intimité croissante. Tom avait même demandé une photo d'elle dans une pose suggestive avec un jouet sexuel, une image que Shanine n'a jamais envoyée. Curieusement, le corps de Shanine avait été retrouvé dans une pose semblable à celle évoquée par Tom. Interrogé, Tom a coopéré et expliqué que le 1er décembre, il avait quitté le travail vers 9h40 pour assister à des funérailles hors de la ville, avant de revenir vers 11h. Peu après son retour, il a envoyé un message à Shanine, auquel elle a répondu en indiquant qu'elle se rendait à la banque. Elle l'a ensuite invitée à déjeuner, mais Tom a décliné, devant rester au travail. Leur échange s'est interrompu après un dernier message de Tom, resté sans réponse. L'alibi de Tom a été confirmé, et il a fourni ses échantillons d'ADN sans objection. Les enquêteurs se sont ensuite tournés vers un autre contact de Shanine, un homme connu sous le nom de John Wilson, dont le profil sur les réseaux sociaux s'est avéré être faux. L'homme utilisait une photo d'un médecin de New York et prenait soin de ne jamais donner son véritable nom. Ils ont découvert que John, ou plutôt l'homme derrière cette identité, avait eu un rendez-vous prévu avec Shanine le 1er décembre. Selon les enquêteurs, il utilisait des cabines téléphoniques et un ordinateur de travail pour converser avec elle, renforçant l'aura de mystère autour de lui. Interrogé, il a finalement admis s'appeler John Ken Lane, enseignant, marié et père de famille, cherchant à préserver sa réputation et son mariage. Il s'est justifié en expliquant que ce secret visait à cacher sa relation extra-conjugale. John a révélé des détails cruciaux. Le matin du 1er décembre, il s'était rendu chez Shanine vers 10h30 pour leur rendez-vous. Personne n'avait répondu à sa porte. Tentant de la joindre depuis une cabine téléphonique, il est resté sans réponse. Il a ensuite tenté de jeter un coup d'œil par les fenêtres avant de quitter les lieux. Plus tard, il a reçu des réponses de Shanine qui lui ont semblé étranges, particulièrement quand elle a annulé leur rendez-vous de façon abrupte. Il est retourné chez elle une seconde fois, tard dans la soirée, vers 22h30. Mais là encore, personne n'a répondu. Il a essayé de l'appeler une dernière fois avant de rentrer chez lui, passant par un Walmart pour acheter un nettoyant pour vitres, un détail qui a éveillé les soupçons des enquêteurs, même si ce produit n'est pas couramment utilisé pour effacer des preuves. Malgré la coopération de Clay, Tom et John, l'enquête piétinait. Chacun de ces hommes portait une part de mystère,
des zones d'ombre que les enquêteurs scrutaient attentivement. L'absence de preuves directes et l'incertitude autour de l'heure exacte de la mort de Shanine empêchaient de porter des accusations concrètes. Le cas de Shanine Starbuck demeurait alors un puzzle glaçant, où chaque indice, chaque détail contribuait à tisser une toile de mystère autour de cette vie tragiquement écourtée. L'enquête a alors atteint un point critique. Les enquêteurs, bien qu'incapables de prouver avec certitude l'identité du meurtrier, penchaient de plus en plus vers la culpabilité de Clay, l'ex-mari de Shanine, en raison de son comportement étrange et de ses possibles motivations. Le téléphone portable de Shanine a révélé une information choquante. Un appel au 911, passé le 1er décembre à 9h18, un appel qui ne figurait pas dans le journal des appels de l'appareil lui-même, probablement supprimé par le meurtrier. Le répartiteur avait entendu des cris et des bruits incompréhensibles sans pouvoir établir de conversation. Pensant qu'il s'agissait d'une plaisanterie d'enfant, il n'avait pas pris cet appel au sérieux et aucune patrouille n'a été envoyée. Avec le recul, le répartiteur a réalisé que les sons captés ressemblaient probablement à des bruits de lutte. Selon les données GPS, Shanine se trouvait chez elle au moment de cet appel. Les enquêteurs ont ainsi établi une chronologie plus précise. L'attaque aurait débuté vers 10 heures, et tout message envoyé du téléphone de Shanine, après cette heure, faisait vraisemblablement partie de la mise en scène orchestrée par le meurtrier. Ce dernier, visiblement familier avec la famille, avait donné des instructions spécifiques aux enfants, les appelant par leur prénom. Même la proposition de rencontre faite à Tom Walker venait du criminel. La vérification de l'alibi de John, qui avait acheté un café à 9h50, a permis de l'écarter des suspects. Les pistes se rétrécissaient, et Clay restait l'unique individu à posséder un mobile et l'opportunité. Les enquêteurs ont découvert que Shanine avait subi un harcèlement inquiétant dans les mois précédant sa mort. Elle avait noté que quelqu'un pénétrait chez elle en son absence, au point d'installer une caméra de surveillance à l'intérieur. Étrangement, le jour du meurtre, cette caméra était absente, un détail qui a éveillé les soupçons. En approfondissant, les policiers ont appris que le divorce de Clay et Shanine avait été bien plus conflictuel que Clay ne l'avait laissé entendre. D'après les journaux intimes de Shanine, Clay n'avait pas accepté son refus de réconciliation et manipulait leurs enfants pour les monter contre elle, leur montrant même des photos compromettantes et insinuant qu'elle les envoyait à d'autres hommes. Ce comportement toxique avait altéré les relations de Shanine avec ses enfants, qui souhaitaient même déménager chez leur père. Clay ne s'était pas contenté de ternir la réputation de Shanine auprès de ses enfants. Il en parlait aussi à d'autres, dépeignant son ex-femme sous un jour défavorable et révélant des détails sordides sur sa vie amoureuse. Le jour de la disparition de Shanine, il avait éteint son téléphone, un geste qu'il qualifiait de routine pour bien dormir, bien que l'analyse de ses données téléphoniques ait montré qu'il ne l'avait jamais éteint au cours de l'année précédente. L'enquête a révélé un contrôle obsessionnel de Clay sur Shanine. Il avait installé un dispositif de suivi sur son ordinateur, lui permettant de surveiller ses communications. De plus, des messages suspects, ressemblant à des menaces voilées, ont été retrouvés dans leur correspondance. À plusieurs reprises, Shanine avait confié à ses proches qu'en cas de problème, il devait investiguer du côté de Clay. Les preuves s'accumulaient, mais restaient indirectes. Pourtant, les enquêteurs ont constaté des incohérences dans les déclarations de Clay, notamment concernant sa voiture, prétendument en panne le jour où il devait conduire les enfants à l'école. Selon lui, la voiture aurait calé dans un parc voisin. Toutefois, il ignorait que des caméras surveillaient l'itinéraire en question. Il n'était apparu sur aucune d'entre elles. La voiture, par ailleurs, fonctionnait parfaitement le soir, leur permettant d'assister au match. Le 6 février, la police a estimé qu'il y avait suffisamment de preuves pour procéder à l'arrestation de Clay Starbuck, inculpé de meurtre au premier degré et d'intrusion. Une caution d'1 million de dollars a été fixée et il lui a été interdit de communiquer avec ses enfants. Lors d'une perquisition à son domicile, la police a découvert dans son cellier de nombreux effets personnels de Shanine, des objets portés disparus qui renforçaient encore la suspicion. Le 9 février, l'enquête a pris un tournant encore plus sombre lorsque la police a rassemblé de nouvelles preuves contre Clay, ajoutant une accusation de viol à la liste des charges. Avec cette accusation supplémentaire, Clay faisait désormais face à la peine de mort, encore en vigueur dans l'État de Washington. Ironie cruelle,
l'homme qui, d'après les enquêteurs, avait traqué et contrôlé sa femme durant des années, risquait de la rejoindre plus tôt qu'il ne l'avait imaginé, mais cette fois dans des circonstances bien différentes. Malgré ces preuves accablantes, tous les enfants de Clay se sont fermement rangés de son côté. Ils refusaient de croire que leur père ait pu commettre un acte aussi brutal. Les enfants insistaient sur le fait que leur mère avait, en réalité, une personnalité instable et dépravée, une facette de son caractère qu'ils avaient fini par accepter. Le fils aîné, en particulier, témoignait de cette perception de sa mère, expliquant que même face à ses défauts, leur père l'avait toujours acceptée telle qu'elle était, sans jamais la juger. Pour eux, la police se trompait de cible et tentait injustement de piéger Clay. Cependant, aux yeux des enquêteurs, ces témoignages révélaient surtout l'impact de l'influence de Clay sur ses enfants, influence qui avait peut-être façonné leur perception de leur mère. Le procès de Clay Starbuck, alors âgé de 48 ans, a débuté en mai 2013, captivant l'attention du public. Plus de 70 témoins ont été appelés à la barre pour étayer les arguments de chaque partie. Le parquet a soutenu que Clay, ayant surveillé les messages de son ex-femme, connaissait précisément ses allées et venues ce jour-là. Cette connaissance de ses déplacements lui aurait permis de bâtir ce qu'il pensait être un alibi parfait. Selon l'accusation, Clay aurait attiré Shanine hors de la maison pour ensuite s'introduire discrètement à l'intérieur pendant qu'elle déposait les enfants à l'école. Là, caché et prêt à passer à l'acte, il l'aurait attaquée, torturée et abusé d'elle dans un accès de jalousie incontrôlée. Les preuves ADN ont joué un rôle central dans le procès. Des échantillons d'ADN de Clay ont été retrouvés sous les ongles et sur le cou de Shanine, confirmant un contact direct et violent. L'agression sexuelle a également été corroborée par des éléments matériels, mais la défense, cherchant à semer le doute, a fait valoir que cet ADN pouvait provenir d'un contact antérieur, car Clay avait vécu dans la maison jusqu'à quelques mois avant le meurtre. En outre, un échantillon d'ADN non identifié a été découvert sous les ongles de Shanine, ce que la défense a présenté comme une possible preuve de l'implication d'un autre agresseur. Les avocats de la défense ont accusé le parquet de biais et de partialité, arguant que des erreurs dans l'enquête auraient pu fausser les résultats et que la police aurait trop facilement désigné l'ex-mari comme coupable. Ils ont souligné que la majorité des preuves étaient circonstancielles et une vingtaine de témoins sont venus défendre l'innocence de Clay, dont ses enfants. Ces derniers, toujours convaincus de l'innocence de leur père, ont témoigné en sa faveur, affirmant leur certitude qu'il s'agissait d'une erreur judiciaire. La défense a également souligné que Clay souffrait de graves problèmes de santé qui, selon eux, auraient empêché un acte d'une telle violence. En juin 2013, le verdict est tombé. Clay Starbuck a été reconnu coupable de meurtre au premier degré ainsi que de 4 des 5 circonstances aggravantes. Malgré les supplications de ses enfants, qui se sont adressés au tribunal en dénonçant ce qu'ils croyaient être une erreur judiciaire, Clay a été condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. De plus, il lui a été interdit de contacter ses enfants mineurs jusqu'à ce qu'ils atteignent leur majorité. L'avocat de Clay a tenté de faire appel, mais en 2015, la Cour a rejeté la demande, confirmant ainsi la sentence. Ok, chers amis, merci de nous avoir suivis dans cette exploration poignante. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt pour une nouvelle affaire criminelle.